Salut YouTube, bienvenue sur Manga Club. Aujourd'hui on se retrouve pour la traditionnelle vidéo des achats du mois. Alors un peu spécial parce que du coup j'ai combiné quelques achats que j'ai fait au mois de juillet hors Japan Expo plus mon mois d'août parce que histoire de tout vous montrer, hein, sinon ce serait dommage. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup acheté lors de la Japan Expo, donc j'ai essayé de me calmer un peu et quasiment l'intégralité de ce que je vais vous présenter a été acheté en occasion. J'ai acheté très peu de neuf pendant ce mois d'été et surtout j'ai énormément lu, donc je vais pouvoir vous parler de tout ça en détail et ça c'est cool. On commence tout de suite avec les mises à jour. Tout d'abord chez Glénat, je me suis procuré le tome 2 de Stunts The Ninth Ghost, qui est du coup un petit thriller policier qui se passe à New York et pour l'instant j'adore ce qui se passe dedans. Je suis vraiment très fan de la série et un peu déçue parce que ça se terminera avec son 3e tome. Ce qui me rend un peu triste parce que vraiment actuellement toutes les séries pour lesquelles j'ai un gros coup de cœur, et je me rends compte qu'il y aura que 3 tomes et que ce style d'histoire policière aurait pu largement durer un peu plus dans le temps. Je pense à aller au moins jusqu'à un tome 6, donc c'est vrai que j'ai une petite déception là-dessus, mais si vous aimez les enquêtes policières, penchez-vous là-dessus, c'est vraiment très cool, un peu dark, un peu gore, on adore. Et pour le style de dessin, on est là-dessus. Franchement, regardez-moi cette couverture de chapitre. Je la trouve vraiment très cool. Comme ça vous permet de vous faire une petite idée de l'ambiance. Chez Ki-hoon, sortie toute récente du mois d'août, il s'agit du tome 7 de la danse du soleil et de la lune. Pareil, il n'y avait pas eu de tome depuis un certain temps de cette série, donc très contente de la retrouver. Je l'ai déjà lu, c'est vraiment très bon. Franchement, notre protagoniste, j'ai vraiment hâte à chaque tome de le retrouver. Il y a eu vraiment des gros combats épiques dans ce tome et j'ai vraiment envie d'avoir la suite. C'est une très bonne œuvre, un peu samouraï, un peu fantastique, qui me plaît vachement. Et on est là-dessus, sur le dessin. C'est assez épuré, mais du coup on voit bien, on comprend bien ce qui se passe, donc c'est pas plus mal. Une série dont je vous parle énormément chez Komiku, il s'agit du tome 19 de Pétales de réincarnation qui est sorti au mois de juin. Je me suis empressée de le lire quand je l'ai eu entre les mains et c'est toujours aussi bon. C'est encore une fois un arc de très grosses bastons, donc voilà, donc c'est beaucoup de combats qui sont actuellement lieu à travers le monde et c'est vraiment très cool si vous aimez les combats, bien sûr. Je vais pas vous montrer d'image parce que j'ai pas envie de vous spoiler, surtout que je fais quand même pas mal de propagande pour ce titre, donc ce serait dommage que vous ayez commencé la série et que je vous spoil. Chez Vega Dupuis, je me suis pris le tome 3 de Igo no Kami, qui était un titre très poétique, vraiment dans le fantastique, etc., où on s'intéressait aux histoires de personnes qui étaient contaminées par des graines maudites, et on suivait le gardien de l'arbre de ces fameuses graines. C'était très bien en vrai, c'était très cool, c'est exactement le style d'œuvre que j'apprécie par justement cette dimension un peu poétique, psychologique, mais le tome 3 est le dernier, et clairement pareil, ils auraient pu aller plus loin, et en fait quand j'ai lu le tome 3, je me suis dit j'ai hâte que la suite sorte, et bien d'un seul coup j'ai vu que c'était la fin, et j'ai dit c'est pas, enfin la fin est pas si marquée que ça. Du coup, j'avoue que pour une fin, ça m'a plutôt déçue parce que je pense que la fin est très ouverte et que du coup, on aurait pu en apprendre beaucoup plus sur les personnages. Il y avait beaucoup de sujets qui auraient pu être encore développés. Donc je pense juste que c'est une série qui a été arrêtée avant la fin de ce que l'auteur voulait faire en tout cas. Ou en tout cas, j'espère que c'est ça parce que sinon, je comprends pas. Bon, enfin bref, petite série terminée. En tout cas, on avait de très belles planches dans ce manga, voilà, avec des créatures, les visages aussi sont très beaux, etc., les costumes, donc c'est très joli à regarder. Chez Delcourt Tonkam, je me suis mis à jour avec le tome 7 de l'extraordinaire apothicaire, donc très contente de retrouver les aventures de Sei. Franchement, c'est assez cool, c'est pas prise de tête, on suit voilà une jeune femme qui s'est réincarnée dans un monde, donc on est dans une histoire très classique, et elle va être un peu mise de côté parce qu'en fait il y a 2 saintes qui vont être invoquées et elle du coup elle est considérée comme la fausse. Du coup elle va se retrouver à travailler en tant qu'apothicaire et c'est vrai que c'est dans un monde en guerre où il y a des monstres qui attaquent, etc.
Et franchement, ce tome 7 était très intéressant parce qu'on commence à potentiellement parler d'une ancienne sainte qui a existé il y a des centaines d'années. Et j'avoue que c'était assez intéressant. Et surtout, une petite révélation sur les pouvoirs de Sei. Alors nous, on s'en doutait parfaitement, mais elle vient seulement de s'en rendre compte. Donc c'était très très sympa à lire. Ce que j'aime beaucoup dans ce manga, c'est que du coup, il y a des phases en fait très tranches de vie, très tranquilles, où on suit les aventures de Sei qui va cuisiner ou qui va faire justement ses remèdes, et il y a des passages un peu plus baston. Voilà, des scènes un peu plus baston comme celle-là. Du coup, c'est vrai que j'aime bien. En fait, je pense que c'est vraiment le côté tranche de vie qui me plaît beaucoup dans ce titre. Chez Kurokawa, je me suis pris le tome 2 de La Chronique de la mariée de Bretagne. J'avais adoré le tome 1 et le tome 2 est dans la même lignée. Je suis pas forcément très fan de la chevalerie, tout ça, mais alors dans ce manga, c'est super bien retranscrit. En plus, bah, c'est vrai que ça se passe en France, donc c'est assez rigolo quand il parle de Nantes, de Dinan, de Rennes, etc. C'est assez rigolo. Les dessins sont un peu bruts, j'ai envie de dire, mais ça va très très bien avec le style d'histoire qui est raconté. Donc c'est un peu une histoire épique, voilà, où il y a un jeune garçon qui est un héros, donc c'est lui qui relate les faits des batailles, qui est envoyé pour chercher une jeune demoiselle qui est censée se marier avec le futur duc de Bretagne. Sauf que on se rend compte que cette jeune fille ne veut absolument pas se marier. Elle, en fait, elle veut venger la mort de son père. Et on comprend que la mort de son père, c'est un très très grand mystère. On comprend que, enfin, il y a l'air d'avoir pas mal de complots et d'intrigues politiques. Donc ça donne vraiment envie d'en apprendre plus sur sa famille et sur qu'est-ce qui s'est passé en fait. Voilà, il y a quand même un gros mystère là-dessus. Donc j'aime beaucoup cette œuvre que pour l'instant je n'ai pas beaucoup vue sur les réseaux. Donc n'hésitez pas à vous pencher là-dessus si vous aimez bien la chevalerie, voilà, les chevaliers, les combats de chevaliers, les familles qui se battent avec leurs armoiries, etc. C'est très très cool. Et en termes de dessin, on va être là-dessus. Donc moi c'est plus en fait le côté brut un peu des expressions du visage dont je parlais tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est très très cool et ça se lit super bien. Chez Mana Books, le traditionnel tome des carnets de l'apothicaire Enquête à la cour. Donc c'est l'édition que j'aime un peu moins des carnets de l'apothicaire, mais j'aime beaucoup le fait que ce soit pas raconté de la même manière. Donc même si c'est la même histoire, c'est assez cool de voir les choix scénaristiques qui sont faits. Surtout qu'apparemment celui-là colle plus au light novel que l'autre version. Donc j'aime toujours découvrir, en apprendre plus sur l'univers de Mao Mao. Et je vais pas vous en parler plus parce que je pense que vous connaissez déjà. Toujours chez Mana Books, je continue mon aventure de Final Fantasy Lost Stranger, qui est un univers que j'aime énormément. Même si c'est vrai que du coup, les sorties sont assez espacées parce qu'on a rattrapé la publication japonaise. Et c'est vrai que c'est un peu dur de se replonger dans l'histoire. J'ai dû relire le tome précédent pour réussir à bien me situer. Et c'est assez étonnant parce que jusqu'à présent, on suivait beaucoup une troupe d'aventuriers. Et là, la troupe d'aventuriers s'est un peu dispersée. Du coup, on continue surtout avec notre protagoniste et d'autres personnages secondaires qui ont été introduits il n'y a pas si longtemps que ça. Et pour l'instant, franchement, ça me plaît pas mal. Cet arc est vraiment très cool, les combats sont stylés et il y a des gros enjeux pour la ville où ils sont actuellement. Donc un grand plaisir de lire cette série totalement fanboy. Hein. Bien sûr, vous pourrez retrouver du coup plein de clins d'œil aux jeux vidéo de Final Fantasy et ça, c'est vraiment très cool. Chez Nominomi, je me suis pris le tome 6 de Bibliophile Princess. C'est un peu mon petit plaisir coupable parce que l'histoire est pas si folle que ça, mais ça fait du bien d'avoir un petite tranche de vie très tranquille, très doux, on va dire, avec cette future princesse, voilà, qui est mariée, qui est du coup fiancée au prince. Et de suivre leurs aventures politiques. Donc oui, en fait, c'est surtout on suit les intrigues politiques et géopolitiques avec les pays frontaliers, etc. Et surtout l'évolution en fait de notre petite princesse qui jusqu'à présent s'intéressait pas tant que ça. Enfin, elle était curieuse de plein de choses, mais c'est vrai qu'elle ne s'impliquait pas. Et du coup, on voit au fur et à mesure son évolution. C'est mignon, c'est tout doux. Voilà, les dessins sont très très jolis. Donc comme j'ai dit, c'est mon petit plaisir coupable. On reste chez Nobidomi avec cette fois Au Grand Air, avec le tome 13 que j'attendais beaucoup. Même s'il est sorti il y a un petit moment maintenant, mais c'est vrai que j'attendais de le trouver en occasion. C'est chose faite, c'est comme d'habitude une petite bulle de fraîcheur et de liberté condensée dans ce petit tome, c'est vraiment génial. Voilà, si vous aimez le tranche de vie très cool,
où juste on suit une bande de copines qui partent faire du camping. C'est très sympa, très chill, avec comme d'habitude des belles planches contemplatives sur le paysage. Donc voilà, une petite bouffée de fraîcheur avec Au grand-père. On passe maintenant avec Mangetsu, où je me suis mis à jour avec le tome 19 de Shiruran, donc du samouraï pur et dur. Apparemment, c'est pas le meilleur qui existe, mais c'est vrai que moi j'ai pas mal accroché à cette œuvre. J'ai l'impression que ça suit vachement les vrais faits historiques et qu'ils n'ont pas trop dévié. Enfin, forcément, c'est romancé. Donc, c'est assez cool à suivre, même si c'est vrai que de temps en temps, je me perds s'il y a énormément de personnages. Mais j'ai toujours plaisir à suivre le Shisengumi et leurs aventures, même si on sait qu'ils vont vivre un destin funeste. Hein. Mais voilà, on est sur de la baston au sabre, dans une époque où le shogunat était pas mal menacé. Toujours chez Mangetsu, cette fois je me suis mis à jour sur le tome 9 de Ron Kamonohashi. Pour le coup, lui je l'ai acheté en neuf parce que j'ai vendu des tomes et du coup je me suis dit allez c'est pas grave, cette série de toute manière elle pop quasiment jamais en occasion et comme le tome 10 sort au mois de septembre, j'avais envie d'avoir la suite. Donc ça avance doucement mais sûrement sur le mystère principal de cette série, donc j'en suis contente. D'ailleurs, je me fais l'animé en ce moment, donc c'est assez cool de les suivre, même si c'est vrai que je trouve qu'il y a un humour très japonais qui, parfois, je pense, ne va pas trop plaire à nous, Européens, on va dire. Mais sur moi, ça me dérange pas trop. C'est vrai que c'est pas, je me bidonne pas de rire, mais ça casse un peu parfois le sérieux des enquêtes et c'est pas plus mal. Et donc on est là-dessus, sur le dessin. C'est un peu particulier, je trouve, le dessin des visages, mais ça pareil, ça me dérange pas. Et pour terminer, chez Mangetsu, bien sûr, je me suis pris le tome 4 de The Blue Flower and the Ceramic Forest, qui est du coup un petit shoujo josei. Alors c'est vrai qu'il est catégorisé en Mangetsu Life. Je pense que ça s'apparente à du josei, en tout cas, et c'est un petit tranche de vie tout doux sur une petite romance entre collègues. Franchement, les deux personnages sont super sains, ça fait vraiment du bien d'avoir des romances matures, un peu réalistes, voilà, qui sont réalistes. Et ça change un peu des shoujo que je lisais à l'ancienne. Franchement, récemment, j'en ai relu plein pour justement les bazarder. Et je me suis dit, mais en fait, je lisais des trucs où il y a des gros problèmes, quoi, en tant que la place de la femme dans la société, etc. Il y avait plein de choses qui n'allaient pas du tout. Donc, ça me fait encore plus apprécier ce style d'œuvre cocooning romantique très mignonne, avec ses dessins très épurés, qui franchement me déplaisent pas. Il y en a certains que je sais que ça perturbe un peu, mais moi ça me dérange pas. On passe au manga Kana sur lequel je me suis mis à jour, il y en a quand même pas mal. Tout d'abord le tome 19 de Moriarty, c'est assez rigolo parce que j'ai eu l'impression que c'était un dernier tome, donc j'ai hâte de voir ce que sera la suite. De ce que j'ai compris, il y allait y avoir une longue pause parce qu'ils allaient se lancer dans une sorte de deuxième arc narratif, donc c'est peut-être pour ça que j'ai eu une sensation de fin en lisant celui-là. Mais en tout cas, j'ai kiffé ma lecture. Ensuite, je me suis trouvé le tome 20 de Mission Yozakura Family. Alors lui, je commence à avoir un gros doute sur le fait de le continuer ou pas, parce que... je sais pas. En fait, ils ont introduit deux nouveaux personnages qui vont prendre une place très centrale dans l'histoire, et je suis pas certaine d'apprécier le changement. Je pense que je vais quand même me procurer le tome 21 pour voir si j'accroche encore. Mais c'est vrai que quand j'ai lu ce tome-là, j'étais en mode, bah non, mais pourquoi l'auteur il a fait ça? Enfin, non. J'aime pas trop la direction que ça prend, malheureusement, alors que j'étais très très attachée à cette petite famille d'espions qui se retrouvent, pareil, dans des histoires de complot, etc. On leur veut du mal et eux, ils essayent de se défendre comme ils peuvent. Et jusqu'à présent, ça me plaisait bien, mais comme je l'ai dit... Je commence à beaucoup moins aimer au fur et à mesure des tomes et c'est trop triste parce que j'étais vraiment hype par cette série avant. Ah, au moins cette série ne me déçoit jamais. On parle bien sûr de Undead Unluck avec son tome 18 pareil qui est sorti très récemment au mois d'août. Je l'ai dévoré dès que je l'ai eu entre les mains, c'était absolument génial. J'aime tout ce qui se passe dans ce manga. En fait, faut juste pas se prendre la tête et se laisser porter par le récit et ça fonctionne super bien. En plus, les combats sont toujours super cool. C'est vrai que le dessin, je le trouve peut-être un peu parfois chargé dans les combats, mais à part ça, franchement, je suis toujours trop fan de ce manga.
Et pareil, je ne peux pas vous montrer de pages de ce manga parce que sinon vous allez être spoilé fortement sur les personnages. Un autre manga où tu poses ton cerveau et tu te laisses porter, c'est Princess Puncheuse, le tome 6. Donc c'est juste une jeune femme de l'aristocratie qui aime taper tour sur tout ce qui bouge, même si c'est vrai qu'il y a un gros fil conducteur avec en gros une guerre de religion, on va dire, voilà, il y a deux religions qui se font la guerre, et on suit du coup les affrontements, les complots qui ont lieu pour ces deux religions. Donc on a toujours des superbes dessins et surtout des combats, voilà, des combats très dynamiques qui sont toujours un plaisir à regarder. Franchement, les détails sur les personnages et tout, sur leur visage, leurs expressions, je kiffe de ouf. Donc pareil, c'est, comme j'ai dit, c'est un manga vraiment pas à prise de tête, hein. L'histoire est pas non plus folle, mais c'est un très bon divertissement. J'ai enfin trouvé le tome 7 de Tokyo Aliens en occasion. Pareil, je l'attendais avec beaucoup d'impatience parce que c'est encore une fois un dessin absolument sublime. Et franchement, j'accroche beaucoup à l'histoire là avec cette organisation qui régule les extraterrestres qui viennent sur Terre. Forcément, il y en a qui sont normaux, il y en a qui sont un peu agressifs, donc on suit un peu comment ils les régulent et les combats. Et c'est très 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 stylé. Et surtout, on a un gros mystère sur notre protagoniste principal. Donc, je veux la suite. J'aime beaucoup les passages, voilà, il y a des très beaux combats, mais il y a aussi des beaux passages d'humour. Franchement, c'est assez rigolo et sympa à suivre. On a aussi de très belles doubles planches comme ça, franchement, qui mettent de l'émotion. Et je suis globalement trop fan juste du style de dessin. Voilà, c'est vraiment très très joli à regarder. Donc franchement, plein de points positifs. Il y a un peu un arc là qui vient de se clôturer et un autre qui, je pense, sera tout petit, mais qui m'a l'air fort intéressant parce que ça va développer des personnages secondaires. Donc, franchement, pour moi, Tokyo Aliens, c'est une véritable pépite, là, la petite découverte. Si un jour c'est adapté en animé, je pense que ça va être du très très lourd, même si je pense que c'est vraiment pas pour tout de suite, c'est pas encore assez connu, je pense. Et pour finir, chez Kana, j'étais obligée de me prendre la suite des Héritiers d'Agion, que j'ai adoré. Le tome 1 est sorti au mois de juin, le tome 2 est sorti à la fin du mois d'août. J'ai eu mon tome 1 dédicacé par l'autrice. Et j'aurais une petite anecdote par rapport à cette dédicace, mais je peux pas en parler sans spoiler l'histoire. Mais en gros, j'ai vraiment, dans ce tome 2, il y a une grosse révélation à la fin, et j'étais en mode, mon cerveau, il a fait quoi? Comment c'est possible? Je m'y attendais tellement pas. Mais l'histoire est géniale, pareil, encore une fois, il y a des histoires de complot, décidément, j'ai l'impression que c'est vraiment un trope que j'adore. Voilà, la princesse cadavre, cette fois, va partir, va être envoyée en mission avec son frère sur une ville frontalière qui a l'air d'être assez mystérieuse, où il se passe des disparitions, etc. Voilà, ils arrivent plus à être en contact avec certaines personnes dans cette ville, donc ils envoient le prince et la princesse un peu au casse-pipe, hein, honnêtement, pour savoir ce qui se passe. Et on découvre plein de choses, notamment sur le titre aussi de cette œuvre qui était pour l'instant bien mystérieuse, et on commence à en apprendre un peu plus. Donc franchement, ce petit manga français, pour l'instant, je le surkiffe. Et décidément, les mages mettent pas mal de temps, j'en ai encore beaucoup à vous présenter, mais quasiment que des Pika éditions et après 2 grands formats. Du coup, chez Pika, je me suis mis à jouer avec Witch's War, le tome 15, qui est juste un Battle Royale avec 36 ou 32, je me rappelle plus, femmes historiques qui sont réincarnées un peu en tant que sorcières et qui, celle qui gagnera le tournoi, son vœu sera exaucé, les autres retourneront à leur mort prédéfinie. Et c'est du très lourd, franchement je suis pas très Battle Royale, mais c'est vrai que là le système des pouvoirs, parce que du coup elles ont une armure, elles obtiennent 2 pouvoirs, elles ont un pouvoir d'armure et un pouvoir de magie qui est lié à ce qu'elles ont vécu dans leur vie, donc à chaque fois on a l'histoire de chaque personnage qui est développé, et c'est vrai que c'est assez cool, ça rend le Battle Royale plus intéressant en fait, parce que du coup on a les histoires des 2 personnes et on sait pas trop vers qui encourager, on sait pas trop comment ça va se finir. Et surtout notre protagoniste qui est Jeanne d'Arc est très très cool, je pense qu'elle a encore plein de mystères à nous révéler. Donc pareil, on pose son cerveau, c'est juste de la grosse baston, mais ça me plaît. Je me suis pris le tome 8 de Criminal Fiançailles dans sa version normale, parce que franchement la couverture alternative, je l'ai pas trouvé si stylée que ça. Et Criminal Fiançailles pour moi c'est un très très bon manga, mais je suis pas certaine qu'il vaille toute la hype que j'entends autour. En tout cas, bien sûr, comme tout le monde, j'attends avec impatience l'anime qui sort cet hiver.
Et le tome 8 était ma foi très bon, on en apprend encore plus sur nos protagonistes, enfin franchement chaque tome de Criminel Fiançailles est bien rythmé, donc on s'ennuie jamais, donc ça c'est très très cool, et puis forcément on a envie d'en apprendre plus sur nos héros, sur nos protagonistes, même si... En fait, je sais pas, c'est vrai que le rythme de parution assez lent, c'est vrai que ça me sort un peu de l'histoire quand il y a un tome qui sort au bout de 6 ou 7 mois. Mais ça reste une très très bonne histoire, franchement. En tout cas, c'est un très bon seinen. Alors lui, je vais pas pouvoir vous en dire beaucoup, mais je me suis mis à jour du coup sur le tome 21 de Kaguya-sama Love is War, mais j'ai pas encore commencé le manga, voilà, j'ai quasiment tous les tomes, mais pour l'instant j'ai regardé que l'animé, et comme l'animé m'a beaucoup plu, je me suis procuré les tomes, va falloir que je me les lise. Je me suis procuré le tome 7 de Everdark, du coup de Romain Lemaire, un auteur français, et j'aime toujours autant cette série, franchement c'est trop un plaisir, et à chaque fois qu'il y a un tome qui sort, j'aime bien tout me relire. L'univers est vraiment dingue, je vous en ai déjà parlé un petit peu dans ma vidéo Japan Expo, et d'ailleurs je vous en ai aussi parlé je pense dans ma vidéo French Touch. C'est un univers très complexe que j'adore, qui est très fantasy. Je suis trop fan de cet univers. J'ai également pris le tome 19 de Toilet Bonne Hanako-kun, hein, c'est bien sûr une obligation à chaque sortie de tome de me les procurer. Et j'arrive pas à comprendre comment cette série peut être aussi bonne de tome en tome, franchement, c'est jamais déçu avec cette série non plus. On continue les histoires, c'est super prenant, on est attaché à énormément de personnages, et malgré ça, on voit toujours pas le dénouement, donc je pense que la série va encore nous tenir en haleine un petit moment. Et ces chara-design qui sont toujours très uniques et très très beaux, franchement, je suis trop fan. Donc pour moi, un classique. J'ai réussi à me trouver le tome 16 de Fairy Tail 100 Years Quest en occasion, donc je me le suis pris pour la collection, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai toujours pas lu cette partie de Fairy Tail, alors qu'il y a l'animé qui a commencé en juin, donc je sais pas si je vais me faire l'animé ou le manga en premier, mais en tout cas les deux sont sur ma liste. Et ensuite, pour terminer chez Pika, je me suis pris le tome 2 de You're My Soulmate, qui est du coup un shoujo, je pense. Oui, c'est ça, c'est considéré comme un shoujo. Le tome 1 m'avait beaucoup plu, le tome 2 est dans la même lignée. Franchement, pour l'instant, ça se passe très bien. J'aime beaucoup le fait que la romance soit... En fait, j'ai l'impression que ça va pas trop tourner autour du pont, j'ai l'impression qu'ils sont assez honnêtes avec leurs sentiments, qu'il y a pas... ça tergiverse pas trop. Donc ça, pour moi, c'est un point fort en termes de romance. Et puis en plus, on suit des étudiants qui sont à la fac. Donc ça change un peu des romances school life, comme on peut en voir beaucoup. On est sur des dessins shoujo très classiques, hein. Enfin, il n'y a rien de surprenant sur le trait. Mais franchement, les protagonistes me plaisent bien. Même le triangle amoureux, d'habitude, je suis pas fan des triangles amoureux. Celui-là, pour l'instant, ne me dérange pas. Donc franchement, que du positif. Et du coup, en grand format, chez Kurokawa, je me suis pris Le Goût des fraises, qui est bientôt fini, voilà, il manque plus que le tome 4, et c'est vrai que ça se ressent, et j'aime beaucoup pareil le fait que la romance perde pas son temps, voilà, c'est fini en 4 tomes, ça avance assez rapidement, voilà, c'est une petite romance mignonne et toute douce. C'est vrai qu'on n'a pas forcément l'impression que nos protagonistes sont plus âgés que ce qu'on peut avoir l'habitude de voir, parce qu'elle a une vingtaine d'années, je crois 22-23, et lui il en a 32 et quelques, voilà, il a 10 ans de plus à peu près. Et c'est vrai que ça se ressent pas trop, parce qu'on est plutôt sur d'une histoire très douce, très candide, mais c'est pas grave. D'habitude, c'est vrai que ça a tendance à me déranger, mais là, je sais pas, c'est tellement mignon et tout doudou, coucouné, que je me laisse porter par ma lecture et que j'apprécie juste la mignonnerie de cette œuvre. Et on termine la mise à jour avec le tome 5 de Seule la mort attend la vilaine. Pareil, réussi à le trouver en occasion alors qu'il est sorti au mois de juillet, donc ça, j'étais trop contente. C'est vrai que c'est... Je sais pas pourquoi, pour cette œuvre, à chaque fois que je le vois sortir, je me dis « Oh, je vais pas me le prendre tout de suite, ça va, c'est encore une énième histoire de réincarnation. » Et pourtant, une fois que je me mets à le lire, j'arrive plus à le lâcher, je me tâte des barres, je pleure, enfin j'ai plein d'émotions qui sont en balle pendant ma lecture, et c'est vraiment trop bien. J'adore comment cette œuvre a été développée, parce que c'est pas gnangnan, c'est pas cucu, et j'adore du coup, malgré le trope, malgré l'intrigue très basique et banale, on va dire, et bah malgré tout, il se démarque justement par toutes ces émotions qui sont vraiment très cool. C'est vrai que ça fait du bien d'avoir une héroïne un peu méchante, un peu cassante. Elle est pas méchante, mais voilà, elle en a marre d'être déçue des gens. Elle dit « Bon, écoutez, vous m'avez trop déçue, là, vous me saoulez. Puisque c'est comme ça, je vais me sortir de ma merde toute seule, j'ai même pas besoin de vous. T'inquiète. »
Et c'est vrai que c'est plaisant d'avoir une héroïne un peu comme ça qui, quand on lui fait du mal, et bah elle le dit. C'est vrai que généralement on peut un peu reprocher ça aux autres protagonistes qui sont un peu niaises, on va dire. Donc ça fait du bien. On passe cette fois aux suites de séries un peu plus random, même si là ce que je vais vous présenter j'aurais pu le mettre dans les mages en vrai. Mais du coup je me suis pris le tome 2 et le tome 3 du Palais des Assassins. Les deux ont été trouvés en occasion. C'est une œuvre pareil que j'aime beaucoup, mais j'ai encore une petite restriction dessus. J'arriverai pas à savoir, je saurais pas vous expliquer pourquoi. Mais c'est vrai qu'encore une fois, on se concentre sur des complots, des intrigues politiques dans une cour impériale, voilà, dans la cour du shogun et forcément de ses concubines. Mais cette fois, ce que j'aime bien, la petite dimension, c'est qu'on suit également l'empereur, qui est un très jeune empereur qui a été mis sur le trône à 10 ans, je crois, donc il sait pas gouverner, hein, tout simplement. Mais il a un cœur très pur et notre protagoniste, Karine, essaye de tout faire pour que ça se passe bien pour lui. Donc en vrai, la relation amicale est très mignonne et très touchante. Et c'est ça qui me plaît le plus, en fait, c'est que c'est pas une romance et le fait que l'empereur soit vraiment visé par plein de gens dans le palais, ça ajoute une petite touche assez originale qui est plutôt cool, même s'il y a des passages très durs. Franchement, je m'attendais pas à ça, je pensais que ce serait plus un manga pas prise de tête, même si effectivement il n'est pas non plus très prise de tête, mais les complots sont quand même bien réfléchis, bien pensés, et il y a des passages un peu durs de sang, voilà, qui sont un peu sanguinolents, ou même par exemple l'histoire du peuple de cette mademoiselle est quand même assez dure. Donc au final, c'est vrai que ça a l'air très enfantin, et il y a quand même des thématiques assez dures qui sont abordées, donc je pense que je vais pousser mon exploration de ce titre encore un peu plus loin parce que ça m'intrigue pas mal. Ensuite, j'ai réussi à trouver le tome 3 de Mémoire fantôme, mais j'ai pas encore le tome 2, donc je vais pas pouvoir vous en dire plus parce que du coup j'ai pas pu le lire. Mais du coup c'est le dernier tome de cette série qui était une petite trilogie chez Akata qui parle, je crois, d'une sorte d'ange gardien qui se réincarne dans un humain pour protéger une humaine qui a perdu la mémoire. J'ai réussi également à me procurer le tome 8 de Freya, l'ombre du prince en occasion, mais je suis actuellement qu'au tome 3 en termes de lecture, donc pareil, je peux pas vous en dire beaucoup plus. Ça, c'est une vraie joie d'avoir mis la main sur 4 tomes en occasion de Glouton et Dragon, parce que j'ai juste adoré l'animé, donc du coup je m'étais procuré les 3 premiers tomes, pareil en occasion, et j'avais également aussi à trouver le tome 7. Du coup, cette fois, je complète avec le 9, 10, 12 et 13. Donc, le 13 étant le dernier étant sorti. Et le 14 qui va sortir au mois de décembre sera le dernier de la série. Donc, franchement, je suis contente d'avancer sur cette série qui est vraiment très, très géniale. Enfin, franchement, c'est de l'humour, de l'aventure, de l'action. C'est beaucoup trop cool. Je suis fan des personnages, je suis fan de l'univers. Ça m'a totalement conquise. D'ailleurs, j'ai fait le forcing auprès de mon copain pour qu'il s'y mette parce que j'aime beaucoup trop la série et ça me fait trop plaisir de regarder l'animé à nouveau. Et en plus de ça, j'ai réussi à mettre la main sur le petit guidebook. Donc pareil, ça permet d'apprendre plein de petits détails, voilà, sur l'histoire, les personnages, les recettes de cuisine, bien sûr. Donc un petit bonus qui fait plaisir. Ensuite, j'ai réussi à mettre la main sur le tome 3 et 6 de Tengu Hunter Brother, sachant que j'avais déjà réussi à trouver le tome 4, donc là actuellement en termes de lecture je suis au tome 4. Et c'est un petit shonen des familles qui fait plaisir. Voilà, on retrouve une histoire assez classique de shonen avec des frères qui vont se battre contre des Tengu, contre des monstres, sauf que bien sûr il y en a un qui va se retrouver un peu mêlé à cette histoire d'un peu plus près, qui va devenir vraiment notre protagoniste même à travers les exorcistes. Et franchement, ça fonctionne très très bien. Voilà, c'est du shonen classique, j'ai pas d'autres mots à vous dire. Voilà, c'est des héros qui se battent pour combattre des méchants, voilà, des méchants Tengu qui essayent de bouffer les humains. Ma foi, ça fonctionne très bien, le dessin est très beau. Donc voilà ce que ça donne en termes de dessin. Franchement, j'aime beaucoup les Tengu. C'est très sympa la manière dont ils sont dessinés. Et ça nous donne de belles scènes de combat comme on les aime dans les shonen. Ensuite, 3 petits tomes de Skip Beat viennent agrandir ma collection avec ces 3 tomes.
J'en suis très contente parce qu'en plus c'est plutôt des tomes de fin et ils sont surtout en magnifique état. Franchement, l'état est superbe. Je suis trop contente parce que mine de rien, cette série qui fait 47 tomes, et là il m'en manque plus que 13, donc j'approche doucement du but d'avoir toute cette série et du coup de pouvoir me faire une relecture intégrale. Pour rappel, Skip Beat est mon shoujo préféré parce qu'il y a énormément d'émotions et énormément d'humour dans ce manga. Je complète aussi doucement mais sûrement les tomes de Les Enfants de la Baleine avec du coup le tome 16 et le tome 20. Malheureusement, je ne possède que jusqu'au tome 12, donc pour l'instant, je ne peux pas me lire la suite, c'est vraiment dommage. Mais c'est vrai que pareil, il manque encore 7 ou 8 tomes, je crois, de cette série qui se termine en 23. Donc j'y vais doucement mais sûrement, et c'est un grand classique pareil de ma Mangatech. Si vous avez ma vidéo shoujo, vous savez qu'il est dans mon top 10. Alors ça, c'est un achat que j'ai fait en neuf parce que j'en avais marre d'avoir cette série à trous depuis longtemps dans ma Mangatech alors qu'il me manquait que ces 3 tomes-là. Donc il s'agit du Bateau de Thésée de chez Vega Dupuis avec le tome 7, 8 et 10. Voilà, j'ai trouvé tout le reste de la série en occasion et là j'en avais marre d'attendre. J'ai dit allez, cette fois, go for it, j'achète les tomes et comme ça je vais pu me faire une relecture de l'œuvre qui est toujours aussi bien. Voilà, on va être sur du thriller, un petit thriller psychologie enquête avec un petit retour dans le passé. C'est très cool, ça se lit super bien. Je peux que vous le conseiller. Et pour terminer, dans les suites de séries, je me suis pris le tome 5, 6 et 7 de I'm in Love with the Villainess. Du coup, j'ai trouvé le tome 7 en occasion et les deux autres, je les ai achetés en neuf pour pouvoir obtenir un ex-libris de la série parce que je suis très fan de ce petit Yuri. Voilà, pour l'instant, j'ai lu très peu de Yuri, mais j'aimerais bien m'y intéresser un peu plus. Donc, pour l'instant, c'est la série Yuri que je préfère. J'ai lu 5 Seconds Before the Witch Fall in Love, qui était un petit one-shot qui, en soi, n'avait pas tant d'intérêt que ça, mais qui me permet de mettre en gros le pied à l'étrier sur ce style de lecture. Et il y a d'autres lectures de chez Meian en Yuri qui me feraient envie, donc j'attends de les trouver potentiellement en occasion pour me lancer là-dedans. D'ailleurs, n'hésitez pas à me conseiller des Yuri dans les commentaires parce que c'est vrai que je connais pas du tout cette cible éditoriale et je sais pas trop par où commencer. On va pouvoir maintenant passer aux nouveautés. Alors mine de rien, j'en ai acheté quelques-unes, mais j'ai essayé de me limiter quand même. Tout d'abord, je me suis pris le tome 1 de Reaper, qui est du coup d'un auteur français qui a gagné d'ailleurs les Daruma Awards à la Japan Expo. Donc du coup, ça m'a rendue curieuse parce qu'il y a pas mal d'œuvres françaises que j'ai lues. Si vous avez vu ma vidéo sur tous les mangas français que je possède, et honnêtement, j'avais voté pour d'autres auteurs, forcément, vu que lui, je ne l'ai jamais lu. Donc là, ma curiosité a pris le pas et je me suis dit, il faut que je découvre cette série qui a gagné du coup un award. Ensuite, il s'agit de D'encre et de feu. Je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente des mangas français parce que c'est l'auteur de Onera qui a fait ce manga, donc j'étais très curieuse de voir ce que ça donnait. Mais je ne l'ai pas encore lu. Ensuite, je me suis pris chez Vega Dupuis le tome 1 de Gifted. Je sais pas trop comment ça se prononce, mais je dirais ça comme ça. Alors, il est assez fin, je pensais que ce serait un peu plus épais, mais on va être sur de l'enquête policière, donc c'est mon dada, bien sûr. On va suivre un jeune homme policier qui a très bien réussi dans la vie, voilà, c'est un vrai génie, qui du coup se retrouve à travailler dans la police de Tokyo, et un jour, lors d'une enquête, il va rencontrer un étudiant qui a une faculté, c'est de pouvoir discerner qui sont les meurtriers. Alors j'ai entendu certaines personnes se plaindre un peu de ce synopsis en disant ça a l'air nul parce que c'est quoi l'intérêt d'une série policière si on sait direct qui est le meurtrier? Le principe c'est du coup de pouvoir trouver les indices qui inculpera ce meurtrier parce que c'est pas le tout de savoir que c'est lui qui l'a fait. Le but c'est que la justice soit rendue, mais pour ça faut des preuves, faut savoir comment il s'y est pris et ça c'est un peu plus touchy. Donc en gros on va voir ce duo qui va se construire et ça m'a l'air très prometteur. J'espère que ce sera pas une série terminée en 3 tomes cette fois. Mais voilà en termes de dessin ce que ça donne. Et du coup, il est étiqueté shoujo, je pense, peut-être par rapport au style de dessin. Moi, en tout cas, dès que ça parle d'enquête, je fonce dessus, peu importe la cible éditoriale. Mais voilà, c'était pour prévenir. Une autre découverte dont j'ai beaucoup entendu parler, que j'ai vu passer sur tous les réseaux sociaux, je pense que vous aussi, vous en avez entendu parler. Il s'agit de She Wasn't a Guy de chez Mangetsu, qui est du coup un grand format en couleur. Ok, alors...
tout le monde était comme des dingues en disant « Ouais, la DA, elle est folle, le fait qu'il y ait du vert partout, ça rend ça trop cool, etc. » Alors, je dirais pas que c'est... Enfin, comment dire? L'histoire est cool, l'ADA est cool, mais à la fin du tome, j'étais à deux doigts d'avoir une migraine avec tout ce vert partout. Je suis pas contre des petites touches de couleur qui apportent un vrai élément, genre notamment j'adore quand ils mettent du vert dans les yeux de nos protagonistes, mais à part ça, est-ce qu'il y a un réel intérêt que ce soit coloré en vert partout, à part faire parler de lui et à part faire grimper le prix? Je suis pas certaine. Outre ce détail, j'ai adoré ma lecture. Franchement, She Wasn't a Guy, donc on s'oriente un peu vers du Yuri, j'ai l'impression. C'est génial. On va suivre du coup ce personnage qui est fan de musique, de rock, et qui du coup, elle se sent un peu seule parce que c'est la seule dans ses amis à aimer ce style de musique, etc. Donc elle se sent pas très très comprise à ce niveau-là. Mais un jour, du coup, elle va découvrir un disquaire et elle va tomber folle amoureuse du disquaire qui est derrière le comptoir. Parce qu'en plus, elle peut enfin parler de sa passion avec quelqu'un, du coup elle est trop contente. Sauf qu'elle ne se rend pas compte que le garçon dont elle est tombée follement amoureuse, en fait, est une de ses camarades de classe qui a juste un look un peu grunge, voilà. Et suite un peu à des quiproquos, la personne, l'autre jeune fille, ne souhaite pas vraiment dissiper le malentendu. Donc on va suivre la relation de ces deux personnages, que ce soit à l'école en tant que camarade de classe ou à l'extérieur, notamment dans la boutique de disques, là où elle travaille et elle passe beaucoup de temps. Et pour l'instant, en tout cas, j'ai vachement aimé la construction de la relation au fur et à mesure, des deux, le développement de leurs deux personnalités, etc., qui sont bien développées. Du coup, on s'attache vraiment beaucoup à tous les personnages. Franchement, ça a super bien fonctionné sur moi. Une fois que je l'ai commencé, je voulais plus le lâcher. Et franchement, ça prend quand même un peu de temps à le lire, comme c'est un grand format et tout. J'ai mis un peu plus de temps qu'un tome normal. Donc je vous le conseille fortement, il fait parler et il y a de quoi parce que c'est vraiment cool. Une autre série que j'ai commencé et que j'ai absolument adorée, il s'agit de Couteau et Piment Vert, qui sera une série terminée en 10 tomes chez Le Lézard Noir. Le format me plaît beaucoup, le dessin me plaît beaucoup et surtout l'histoire est super bien. On est vraiment dans ma came parce qu'on va être sur un beau tranche de vie, vraiment un très très beau tranche de vie, où on va suivre une femme d'un certain âge qui est veuve, qui se retrouve fiancée à un très jeune garçon. Voilà, elle a début de la trentaine, je crois, elle a 32, un truc comme ça. Et elle se retrouve fiancée à, je crois, un jeune garçon de 18 ou 20 ans. Ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, déjà, la romance est très très peu abordée. En fait, les thèmes principaux de ce manga, ça va être les relations familiales, ça va être la place de la femme, ça va être la période d'après-guerre. Plein de sujets qui, je trouve, sont passionnants. Parce que, justement, elle, sa famille tient un restaurant et lui, sa famille tient des hôtels un peu de luxe, etc. Donc, le fait qu'ils deviennent une seule et même famille, c'est censé les booster. Mais lui, du coup, il va se retrouver à la gestion du restaurant malgré qu'il soit jeune. Et elle qui cuisine dans un hôtel, justement, il va lui dire, écoute, moi, je veux trop que tu reprennes le restaurant, t'es douée et tout. Et il dit, mais je suis une femme, les gens accepteront jamais. Il dit, je m'en fiche, ce que tu cuisines, c'est super bon, je veux que tu prennes les rênes du restaurant, tu le mérites, que tu sois la chef cuistot. Donc, comme je le disais, il y a aussi une thématique d'après-guerre, parce que c'est quand les Américains faisaient l'occupation du Japon, et du coup, il y avait des tensions. Et du coup, on va aussi suivre du coup la rencontre des Américains face à la cuisine japonaise et également les Japonais face à la cuisine américaine. Donc, plein de sujets super intéressants. Je vous conseille fortement d'y jeter un coup d'œil. C'est vraiment un gros coup de cœur. Je pense vraiment qu'il va faire partie de mes plus belles découvertes de l'année 2024 et j'attends avec impatience la suite des tomes, surtout que ce sera une petite série en seulement 10 tomes. Donc, foncez! Ensuite, chez Kurokawa, j'ai commencé She is Beautiful avec du coup le tome 1 et le tome 2 qui est sorti à la fin du mois d'août. C'est plutôt des gros pavés, donc franchement, on a pas mal de lectures avec ces tomes-là. Ce qui m'a intriguée, c'est le synopsis qui est fortement mystérieux. Alors, je vais essayer de vous raconter l'histoire sans rien spoiler. Je vais vraiment essayer d'être très concise. Donc,
On va suivre des jeunes filles qui vivent dans ce qu'ils appellent l'enclos, qui a l'air d'être un endroit très fermé, qui du coup n'est pas du tout ouvert sur le monde extérieur. On suit des jeunes filles qui grandissent dans cet environnement. Elles n'ont pas de parents, elles ont été faites via fécondation in vitro. Elles fréquentent que leurs professeurs et les gens de leur âge, en gros. Et une de ces jeunes filles va s'endormir la veille de son anniversaire. Et quand elle va se réveiller, elle sera 10 ans dans le futur, ou 14 ans dans le futur, je sais plus, mais en gros, elle était censée fêter ses 10 ans, elle se retrouve dans un corps d'adulte de 22 ou 24 ans, et elle est plus dans l'enclos. Elle se retrouve dans le monde extérieur. Et là, du coup, c'est le flou total, et on découvre qu'en fait, à chaque fois qu'elle s'endort, sa mémoire se réinitialise, et on sait pas trop pourquoi. Alors c'est un titre très mystérieux qui vraiment vole des tours, j'aime beaucoup l'ambiance dans laquelle nous plonge ce manga, et ce qui est fou c'est que pour l'instant c'est pas très positif dans le sens où un peu tout le monde veut du mal à tout le monde, c'est assez spécial, mais j'aime beaucoup la direction que prend l'histoire. Pour l'instant le tome 2 m'a vraiment confirmé que cette ambiance très mystérieuse me plaisait et j'ai vraiment envie d'avoir le dénouement, donc je vais continuer cette série avec certitude. Une nouvelle série de Kei Sanbei a été lancée chez Pika. Du coup, j'ai réussi à me trouver le tome 2 en occasion. Et une fois que j'ai vu en occasion, j'ai foncé, j'ai acheté le tome 1 en neuf. J'ai dit, allez, je peux pas attendre plus longtemps. Il faut que je me lise cette nouveauté. Du coup, Kei Sanbei est l'auteur de Erase, qui est mondialement connu, notamment par rapport à son animé, mais également par rapport à son manga. Et il a également fait Icos, un autre manga qui m'a énormément plu. Du coup, j'étais obligée de me prendre sa nouvelle histoire, son nouveau thriller enquête un peu fantastique. On reste toujours dans son univers, franchement, on le reconnaît vachement, que ce soit la patte graphique ou même l'ambiance dans laquelle on est plongé. Donc voilà, comme je le disais, on reconnaît sa patte graphique tout de suite. Et pour l'histoire, encore une fois, je pense que vous allez reconnaître son style si vous le connaissez déjà. On suit un frère et une sœur qui sont victimes de négligence parentale. Voilà, ils sont un peu laissés à eux-mêmes. Mais un jour, leur mère va revenir et va les emmener à un parc d'attractions. Ils vont monter dans la grande roue. La mère, elle est restée en bas parce qu'elle a le vertige. Et la foudre va frapper la grande roue, va frapper la nacelle dans laquelle ils étaient. Et le jeune garçon, Minato, en se réveillant suite à la foudre, va se retrouver dans un corps d'adulte avec une femme morte à ses pieds, toujours dans la même roue. Et du coup, en fait, on comprend qu'il a échangé son corps avec un voleur et un tueur en série qui est recherché par la police. Et que ce meurtrier, lui, va se retrouver dans le corps du jeune Minato. Comme vous en doutez, le meurtrier, lui, essaye un peu... Enfin, lui, ça l'arrange bien au final de se retrouver dans le corps de ce jeune garçon. Quant à Minato qui se retrouve dans ce corps qui est recherché par la police, et ben pour lui, la vie est beaucoup plus compliquée. J'aime toujours autant cet univers, le synopsis donne trop envie. Encore une fois, il y a ce petit twist paranormal qui est super cool. Mais à la fois, l'intrigue principale, ça va plus être sur le côté enquête sur justement ce fameux meurtrier, qui il est, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait. Notamment, il avait des complices, on découvre qu'il y a des histoires un peu louches. Bref, je suis trop fan de l'univers de l'auteur. À lire que si vous êtes de bonne humeur, parce que si vous êtes déprimé et que vous lisez ça, je pense que ça risque de vous déprimer encore un peu plus. Mais pour l'instant, moi, cet auteur, pour moi, c'est vraiment un de mes auteurs favoris. Il n'y a pas d'autre mot, j'adore tous ces univers. On clôture enfin cette vidéo beaucoup trop longue avec la dernière série à vous présenter. J'ai mis la main sur le manga Trace de chez Komiku. Du coup, j'ai réussi à trouver les tomes 1 à 4 en occasion à Marseille. Donc voilà, j'ai payé 4 € le tome, j'étais trop heureuse, ainsi que le tome 13, qui est du coup le dernier de la série. Donc on reste encore une fois dans une ambiance un peu policière, vu qu'on va suivre un expert en médico-légal. Voilà, c'est ceux qui font toutes les analyses scientifiques. On va suivre notre protagoniste, j'ai envie de dire, en gros, j'ai l'impression qu'il y a deux protagonistes, même si l'histoire centrale tourne surtout autour de ce personnage. C'est pas via ses yeux que c'est raconté l'histoire, c'est via un autre personnage, donc ça déjà je trouve ça très cool. Et on va découvrir qu'en gros ce
ce jeune homme qui travaille dans la police depuis un certain temps, toute sa famille a été tuée lorsqu'il était jeune et les policiers considèrent que c'est son grand frère qui a assassiné le reste de sa famille et lui était le seul survivant vu qu'il n'était pas présent ce jour-là. Mais lui, il a une toute autre théorie et du coup, voilà, on suit vraiment son enquête sur ce qui s'est passé il y a des années. C'est vraiment le fil conducteur. Et au-delà de ça, on suit plein d'autres petites enquêtes annexes qui sont super cool à découvrir. Moi, c'est vraiment le style d'univers que j'adore. Donc c'est une série que je voulais commencer depuis longtemps, sauf que les tomes sont rarement trouvables en occasion, donc pour moi c'était vraiment une trop belle opportunité que je ne pouvais pas laisser passer. Donc trop contente d'avoir commencé cette série. Et bien voilà, j'ai enfin fini de vous présenter tous mes achats du mois de juillet et du mois d'août hors Japan Expo. Franchement, je suis trop contente de tous mes achats, surtout que j'ai quasiment tout lu dans la foulée, donc ça c'est vraiment cool. Comme ça j'ai pu vraiment vous en parler en détail. Je suis beaucoup trop fan. Franchement, actuellement, tout ce que je lis, j'ai été très peu déçue. Je suis fan de beaucoup de choses. D'ailleurs, je sais plus trop où donner la tête. Mais en vrai, je me concentre sur finir mes séries. Et je pense que d'ici la fin de l'année, j'aurai plus beaucoup de séries à rattraper. Donc ça, je suis contente. Même si effectivement, j'ai beaucoup trop de séries en cours. Donc chaque mois, j'ai à chaque fois des dizaines, des quinzaines, des vingtaines de séries qui se mettent à jour. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux au niveau budget, mais bon, c'est pas grave, c'est ma passion, c'est comme ça, et il y a trop d'histoires que je surkiffe, donc je veux continuer, bien sûr. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu malgré sa longueur. En tout cas, on se retrouve vite pour une prochaine. Tchuss!